Certains se posent encore la question, faut-il restituer des œuvres d'art au continent africain? Personnellement, je ne comprends même pas pourquoi on se pose la question. Les peuples d'Afrique n'ont pas accès à leur culture, ils en ont été dépossédés. Ce constat nous ramène en particulier à la sombre histoire coloniale. Cela nous rappelle comment ces objets ont été captés, comment ils ont été déplacés et dans quelles conditions. Européenne, on peut distinguer deux phases en fait. Le premier empire, la première phase de colonisation, qui va concerner essentiellement en fait les domaines surtout américains, mais également du côté de l'Inde. Mais ce premier empire finalement chute en grande partie au tournant fin 18e, début 19e siècle. Et donc là en fait ensuite on a une forme de creux en quelque sorte un petit peu, qui va avant de repartir en fait dans la seconde phase de colonisation qui va concerner là essentiellement la colonisation africaine. Entre les deux en fait on a aussi la colonisation de l'Algérie, qui est un peu intermédiaire, et c'est par celle-là en fait que la colonisation de l'Algérie commence aussi, et c'est en cela qu'elle est particulière, mais elle sert, cette colonisation de l'Algérie aussi, à la fois de modèle et de contre-modèle. Et du coup, on a une volonté un petit peu de corriger, entre guillemets, les erreurs qui ont été faites, et d'avoir une autre forme de colonisation. Il fallait avoir des ports et donc où pouvoir avoir du mouillage. Et au fur et à mesure, en fait, ces comptoirs-là, on va commencer à faire du commerce évidemment avec des tribus qui sont plus à l'intérieur des terres. Et au fur et à mesure, au niveau cartographique, en fait, les Européens s'aperçoivent qu'il y a en fait un vide à l'intérieur de l'hinterland africain. Et donc, effectivement, il y a des progressions à l'intérieur des terres, le long, en fait, aussi des fleuves, des cours d'eau. Donc, on rentre à l'intérieur des terres au fur et à mesure. Le patrimoine africain doit être mis en valeur à Paris, mais aussi à Dakar, à Lagos, à Cotonou. Ce sera une de mes priorités. Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. Alors la restitution, c'est un terme très large en fait, et puis un terme qui a une signification aussi très juridique, puisqu'il s'agit de rendre à son légitime propriétaire. Donc il s'agit de regarder dans les provenances des œuvres celles qui ont pu être acquises de manière illégitime. Donc, la restitution, c'est déjà le fait que quelque chose a été pris illicitement, illégalement, volé, pillé, qui se retrouve entre les mains donc, de celui qui ne devait pas le posséder, et qui lui revient en fait de remettre à celui de droit. Restituer, c'est revenir à un état d'avant, restituer, réinstituer quelque chose, et donc c'est aussi voir vers l'avenir, recommencer quelque chose, réinstituer quelque chose. Et là, ce terme est important parce que non seulement il s'agit de rendre, de redonner des pièces qui ont été prises à un moment de l'histoire, mais aussi redonner le savoir qui les entoure. La restitution des objets, pas forcément tous au sens global, parce que l'histoire est toujours beaucoup plus complexe, mais notamment de certains objets extrêmement symboliques, ça va bien au-delà de rendre. C'est d'arriver à remettre l'histoire à l'endroit. C'est d'arriver à redonner à l'histoire une forme de fil conducteur après cette longue rupture de 100 ans, 150 ans, voire 200 ans pour certaines sociétés par rapport à l'histoire coloniale. Le mot restitution n'est pas le mot juste, parce que restituer, ça veut dire rendre à quelqu'un à qui ça appartient. Or, la plupart de ces œuvres que nous allons rendre, ou restituer, n'appartenaient pas à ceux à qui on va les donner. On peut prendre plein d'exemples. Mais ce n'est pas du tout comme les restitutions d'œuvres aux biens juifs, des biens juifs spoliés pendant la guerre. On les restitue à quelqu'un, à une famille à qui on les a volés. On sait exactement à qui. Là, on a volé, souvent on n'a pas volé. Et
quand ça a été volé ou pillé, c'est souvent dans le cadre d'une guerre, et c'est légal à l'époque. C'est un mot qui est très mal choisi parce que restitution, on peut restituer que quelque chose qui a été volé ou qui est détenu de façon illégale. Donc tout de suite, on a mis le débat immédiatement sur un plan de l'illégalité de la possession des œuvres. Évidemment, ça a entraîné tout de suite, ça c'est une brèche dans laquelle toute l'Afrique s'est enfondée. On leur a fait une sorte de, je dirais, on leur a mis sur un plateau la culpabilité de l'État français à l'époque de la colonisation. La question de savoir comment ces objets sont entrés en collection, c'est une question tout à fait légitime qui mérite absolument d'être posée. Surtout qu'elle a comme contre-champ finalement la question de la domination, puis la question de l'histoire coloniale et d'éclairer les manières dont ces objets ont pu être acquis dans des contextes très particuliers. Si on essaye de savoir d'où viennent les objets d'art pillés et ou à restituer aujourd'hui dans les collections européennes, on constate que ces collections ont des provenances, des origines un petit peu différentes. On trouve en France principalement des collections importantes venues des anciennes colonies françaises, c'est-à-dire plutôt de l'ouest de l'Afrique, si on parle de l'Afrique au sud du Sahara. Les pays concernés par la restitution sont à peu près tous les pays qui ont été colonisés par les puissances européennes. La colonisation a été un pillage au sens global. Et on le comprend bien, ce terme bien. Il fonctionne dans notre esprit quand on dit le mot pillage. Et quel est l'objet le plus symbolique de ce pillage? Puisque beaucoup d'éléments maintenant sont lointains, les indépendances remontent à 60 ans. C'est ce qui est dans nos musées. Dans les collections que nous possédons, que nous conservons, puisque c'est pas nous qui les possédons, mais la nation, il y a des objets qui sont arrivés avec des statuts très multiples. Il y a des objets qui sont des échanges, il y a des musées qui sont des dons, il y a des objets qui sont des achats. Donc il y a de multiples manières pour un objet d'arriver dans une collection publique. Le musée d'histoire de Nantes conserve des objets africains, des objets océaniens, des objets kanaks. Ça veut dire que les collections coloniales, elles sont partout sur le territoire. Et elles sont arrivées un petit peu par hasard parfois, en tout cas de manière très dispersée, dans les musées français aujourd'hui. Ce ne sont pas toujours des collections pillées et ce ne sont pas non plus toujours des collections artistiques. La collection que nous conservons est pour une partie ethnographique parce qu'elle a été, on va dire, prise par un administrateur pénitentiaire en Nouvelle-Calédonie en 1889-1890, dans une démarche qui était celle de l'ethnographie. Donc là, on a un ensemble constitué autour de Gustave Glomont, qui est un ensemble bien défini. Pour ce qui est des collections africaines, la démarche était tout à fait différente. C'était des administrateurs coloniaux là aussi, ou des militaires, des missionnaires, qui revenaient avec des objets, alors que ces objets parfois leur avaient été offerts, parfois ils les avaient achetés, parfois ils les avaient acquis dans une dimension qui était une dimension pédagogique, puisque le plus souvent ils donnaient ces objets à la section de l'école coloniale, de l'école de commerce de Nantes, donc dans une dimension qui était une dimension vraiment coloniale pour découvrir une technique de tressage, la nature de fibres qui pourrait être utilisée dans l'industrie française, voilà. Donc on est vraiment devant des collections très très diverses et qui sont arrivées dans nos institutions de manière tout aussi complexe. On a un peu l'impression, tel qu'on entend, que l'art africain devrait être présenté en Afrique. Alors on entend beaucoup dire que 90%, 95% des œuvres africaines sont en Europe, aux États-Unis. Un chiffre totalement bidon, excusez-moi, qui n'a jamais été prouvé. Ces objets, dans leur grande majorité, objets ou sujets ou pièces de musée ou numéros d'inventaire, sont arrivés pendant la période coloniale et plus précisément jusqu'aux années 1930. C'est le grand moment où ces objets arrivent en masse dans les collections européennes et ils arrivent par le biais de militaires, de pillages de villes, de meurtres parfois dans certains contextes, pour souvent les donner à des musées. Les militaires et tous ceux qui font la conquête, qui œuvrent à cette conquête et qui œuvrent avant la colonisation, on va dire, hein, mais au moment de la colonisation aussi, ils découvrent effectivement des civilisations qu'ils considèrent comme étant inférieures, mais en fait ils vont aussi prendre goût véritablement. Et puis
on va dire, c'est aussi toute armée finalement en guerre, que ce soit en Europe ou ailleurs, se livre à des pillages. Alors quand je parle de pillage, les pillages bien sûr sont des prises de guerre, mais les prises de guerre ont été autorisées dans la loi internationale de tout temps. Maintenant, aujourd'hui, on n'a plus le droit, même dans le cas de guerre, on n'a plus le droit de voler des œuvres d'art. Mais à l'époque, jusqu'à la fin du 19e siècle, ces prises de guerre étaient totalement légales. Ça se passait en Europe, ça se passait partout. Ça se passait entre les Africains eux-mêmes. Il faut rappeler que Béhanzin, le roi Béhanzin du Bénin, donc de l'ancien Dahomey, était lui-même un voleur, ou un pilleur, puisque dans le cadre, ce n'était pas un voleur, puisqu'il a pillé dans le cadre de bataille. Il a pillé dans des peuplades plus au nord, par exemple, certaines sculptures qui maintenant sont réclamées par le Bénin et vont lui être non pas restituées, mais données. Les objets n'ont pas été pillés en Afrique. Ils ont parfois été achetés par la contrainte, parfois par la ruse, parfois par la persuasion, et très rarement pillés. On a pillé évidemment le palais de Béhanzin, ça n'est pas contestable. Encore que l'histoire dit que Béhanzin avait mis le feu à son palais et que ce sont c'est Knox qui a sauvé les statues, donc, enfin bon, peu importe. Mais parler de pillage pour le reste, pour l'ensemble des collections qui sont dans les musées français, c'est absolument impossible. La collection Dodds a été concernée puisqu'il s'agit des pièces qu'il a lui-même confisquées de sa propre initiative. Puisqu'encore une fois, il n'y avait pas d'instruction connue de la part de sa hiérarchie lui disant qu'il fallait ramener des pièces. C'est de sa propre initiative qu'il a, semble-t-il, saisi ces pièces et qu'il en a ensuite fait don à 2 époques différentes, avec quelques années de différence, de cet ensemble de 26 pièces. Donc il s'agit vraiment de ce qu'il a ramené, qui était pour lui constitué une sorte de trophée à la fois personnel, mais aussi trophée historique, qu'il a offert au musée d'ethnographie du Trocadéro à la fin du 19e siècle. C'est notre culture, donc je pense que c'est à nous d'en être les gardiens du temple. Alors moi je pense que c'est une bonne chose que cela se fasse parce que on est en Afrique, on parle là d'une identité africaine. Ces œuvres ont été dérobées, volées à l'Afrique et donc ce serait une bonne chose en fait qu'elles nous soient restituées d'une manière ou d'une autre. Si une œuvre d'art qui a été volée est restituée, ça signifie d'une certaine manière que notre identité est revenue et qu'on peut donc la vivre pleinement. Mais aussi, je suis convaincu que sans culture, on n'est rien. Ce que nous valorise le plus, c'est notre culture. C'est déjà le fait qu'on accepte et qu'on reconnaisse que quelque part il y a eu vol. Vous voyez ? Voilà. Dès le moment où il y a déjà cette acceptation de ce mal qui a été fait à un peuple, à une population, bon, ça me plaît déjà. Des objets fortement symboliques, royaux, issus d'un conflit militaire, et il faut les retourner. Ça, c'est seulement la dignité d'un État qui est en jeu. Oui, c'est important de restituer. Cela permet effectivement de rétablir des rapports de force et aussi de respect vis-à-vis de cette culture, parce qu'il y a à un moment donné, il y a eu désacralisation. Cela pourra effectivement corriger cette notion de domination et restaurer la notion d'égalité et de droit et aussi cette notion du vivre ensemble pour continuer les coopérations. Donc, restituer ces trucs-là, c'est très important pour enfin
retravailler notre histoire, parce que c'est en lien avec notre histoire. Les œuvres authentiques de l'Afrique authentique, ne sont pas en Afrique. Et puis ces œuvres étaient des œuvres bien avant la colonisation. C'est vraiment un patrimoine de l'Afrique. Mais à ce moment-là, il faut rendre les objets dans les villages où ils ont été pillés. Je ne vois pas pourquoi on les rendrait à un gouvernement. D'autant que les gouvernements, on n'est jamais très sûr de la destination finale des objets. Il faut à chaque fois prendre le temps de faire cette analyse scientifique et d'ensuite faire un certain nombre de propositions. Et encore une fois, ce n'est pas le musée qui décide, c'est vraiment les élus de la nation qui doivent décider, chaque fois au cas par cas, puisque chaque période historique est différente, les acteurs sont différents, et donc il s'agit de l'instruire le mieux possible, et même de manière la plus honnête et la plus balancée possible, la plus équilibrée. En Afrique, il n'y a pas du tout le même rapport à l'objet qu'en Occident. Ce qu'il faut voir, c'est que ces objets, qui maintenant sont des objets de musée, quand ils étaient créés, quand ils étaient utilisés, ils n'avaient pas vocation évidemment pas vocation à devenir des objets de musée, parce qu'il n'y a pas de musée en Afrique avant que le concept soit importé par les Occidentaux. Mais surtout, ce n'était pas du tout destiné à être conservé, la plupart. La plupart étaient faits en bois, ils disparaissaient, et souvent ils étaient destinés à disparaître dès le départ. C'est bien le regard occidental qui a transformé ces objets en objets de musée. Donc le musée est une invention occidentale, ces objets se sont transformés en objets de musée par l'Occident. Et maintenant, on vient nous dire, vous nous avez volé ces objets, donc je conteste le terme volé, et surtout, on les a surtout conservés, ces objets, qui auraient été détruits sans nous. Mais en Afrique, qu'est-ce qu'on fait actuellement, aujourd'hui, pour conserver l'art africain qui existe encore en Afrique ? Il y a par exemple toujours une tradition de masques dans certains pays. Est-ce qu'on les récolte ? Pas du tout. Il y a des restes archéologiques. Est-ce qu'on fait des vraies fouilles archéologiques sérieuses pour alimenter les musées ? Pas du tout. Il y a de l'art contemporain. Est-ce qu'il y a de vraies collections d'art africain en Afrique ? Un petit peu. Certainement, la Fondation Zinsou, certainement, mais très peu finalement. Même les artistes béninois, par exemple Romuald Azumé, a dit lui-même qu'il faudrait peut-être s'intéresser d'abord à l'art qui existe, plutôt que de demander le retour d'œuvres qu'on a laissé partir. Quand on parle de restitution à des musées, on oublie que les œuvres n'ont pas été prises à des musées, qu'elles ont été prises à des familles, qu'elles ont été prises dans des contextes religieux, dans des contextes locaux, dans des contextes rituels parfois, quand il s'agit d'œuvres religieuses, ou parfois dans des contextes dynastiques, quand il s'agit d'objets qui ont appartenu à des rois, ce qui est très fréquent. L'Afrique, elle a rompu le lien cultuel avec ces objets, mais elle n'a pas encore établi un lien culturel avec ces objets. Vous savez, l'art en Afrique, on en fait grand cas quand il s'agit de récupérer des objets en France ou ailleurs, mais quand c'est sur place en Afrique dans les musées, on en fait beaucoup moins cas. Quand on parle de restitution, on entend souvent dire que l'Afrique n'a pas les musées nécessaires ou n'a pas les standards technologiques qu'ont les musées européens et que par conséquent les objets seraient mis en danger. Quand on pense comme ça, d'abord on oublie qu'il y a en Afrique, sur le continent africain, un certain nombre de musées, un nombre croissant de musées. Ces dernières années, de très grandes institutions modernes, technologiquement modernes, sont nées, notamment le musée des civilisations noires à Dakar. Maintenant, de l'autre côté, ces objets d'art chez nous, c'est bien qu'on nous les rende, mais comment ça va se passer? Est-ce que nous saurons les garder réellement? Et ces objets ne vont pas perdre de leur valeur? Est-ce que ces objets, nous avons, nous, la maturité, la volonté et surtout, je dis bien surtout, toute la logistique nécessaire pour arriver à garder ce genre d'objets? C'est-à-dire que plus personne ne les verra. Parce que, à moins d'aller au Bénin sur place, et le tourisme au Bénin, avant que ça se développe, je demande à voir, avant ces œuvres qui représentaient finalement une espèce de génie de ces populations, on pouvait les voir de manière universelle, tout le monde pouvait les voir parce que tout le monde se rendait à Paris, parce que c'est plus facile de venir à Paris que d'aller au Bénin. Et bien demain, elles seront, je ne sais pas où, dans un musée au Bénin, et elles seront beaucoup moins, elles parleront beaucoup moins. On aurait pu au moins, quitte à leur donner ces œuvres, en garder quelques-unes, négocier pour garder quelques-unes, ce qui aurait représenté l'art, même pas, non, on restitue tout, même si c'est pas justifié. C'est pour ça qu'il faut dialoguer. Est-ce qu'ils veulent vraiment des musées ou ils veulent ces objets et les
exploiter dans leur propre contexte, dans leur propre façon de faire et de concevoir, de transmettre. C'est pour ça que chaque cas elle est très différent. Donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir s'asseoir avec le pays vendeur et ensuite définir leurs propres besoins et comment ils souhaitent intégrer ce patrimoine dans un processus qui est déjà existant sur le terrain et selon les réalités du terrain. Je pense que on n'a pas le droit de penser à un modèle unique pour tout le monde. Chaque nation, chaque peuple qui va décider qu'est-ce qu'il va faire avec son patrimoine. Parce que les objets n'ont pas les mêmes valeurs. Peut-être il y a des objets qui ne retourneront jamais dans un musée selon les coutumes des populations. Ce qui arrivera à chaque objet dépend de la fonction de l'objet dans la population qui réclame et accueille cet objet. Ça peut être des musées, ça peut être d'autres façons de valoriser ces objets, mais je reviens dire, est-ce qu'ils ont des musées pour maintenant? C'est imposer une façon de faire à d'autres populations. Mais maintenant, attention, on peut aussi dire à l'Afrique que ces objets, vous êtes propriétaires, mais nous souhaitons que ce patrimoine soit partagé avec le reste du monde. Tout se négocie. Surtout que la notion de musée en Afrique a mis beaucoup de temps à se stabiliser, à se structurer, et que depuis une dizaine d'années, de grands musées commencent à émerger en Afrique. Il y avait certes le musée de Bamako, mais il était un des rares musées, par exemple, en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, que ce soit le Maroc, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Bénin, sont des pays qui commencent à avoir des institutions muséales avec des équipes extrêmement compétentes. Il y a encore du travail à faire. Je pense même qu'il doit y avoir une forme d'accompagnement des ex-puissances coloniales à la constitution à la fois d'un personnel suffisamment qualifié pour pouvoir réceptionner ces œuvres, la capacité aussi de créer des lieux pour recevoir du public et un large public, donc il y a un travail à faire, et c'est peut-être la meilleure manière de payer notre dette coloniale d'une certaine manière. C'est aider à construire ces lieux de savoir, ces lieux de connaissance. Je dirais même ces lieux de pouvoir sur quoi ? Sur le savoir. De pouvoir donner à ces jeunes une part de leur histoire, c'est de leur permettre demain de se construire là-bas comme des citoyens. Ça fait partie pour moi de la manière et de la meilleure manière pour payer la dette par rapport à ce passé. J'aurais bien voulu, moi, aller au musée, mais il n'y en a pas. Sinon, quand il y en a, c'est donnant, quoi. On vous parle d'un musée, mais quand vous arrivez, vous trouvez un bâtiment qui est dans un état... Oh, mon Dieu, des ruines. C'est dommage. C'est dommage parce que l'histoire devrait se raconter aussi de façon visuelle. Il faut que ces œuvres-là reviennent pour que nos musées, nos propres musées, revivent. Parce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas s'ils vivent, hein, mais sinon, il faut que nos musées revivent et que le secteur du tourisme aussi soit, d'une certaine manière, en éclosion. Oui, s'il y avait des musées dans ce pays, j'irais tout le temps. J'irai avec mes enfants, j'y emmènerai des amis et je trouverai le moyen d'intéresser le public congolais à ces musées-là. Mais il n'y en a pas, il faut le dire, il faut qu'on se le dise. Et encore, quand on demande la restitution, on veut bien que ces œuvres soient restituées. Mais après, comment allons-nous les conserver? Comment allons-nous les garder? Où allons-nous les conserver? C'est ça aussi, c'est un autre problème après. On peut prêter, on peut ramener littéralement et on peut échanger, il faut trouver le modèle qu'il faut et tous les modèles doivent être étudiés. On ne peut pas dire c'est tel modèle qui est valable, d'où l'importance de s'asseoir, de dialoguer. Tout dépend aussi du pays, quelle demande il veut faire et comment il conçoit la chose. Mais c'est important aussi d'entendre cette population à qui doit être restitué ce patrimoine. C'est en discutant qu'on peut effectivement voir ce qui correspond à chaque demande. Ces œuvres pourraient éventuellement retourner dans des musées, mais que le musée n'est pas le seul lieu possible pour elles et qu'il faut penser avec les restitutions, qu'il est important de penser aussi à d'autres formes de resocialisation possible des objets. Certains peuvent être retournés dans des
dans des contextes qui existent encore aujourd'hui, 100 ans après, et qui pourront les réaccueillir. Dans d'autres cas, ces contextes ont disparu, et pour ces œuvres-là, il faudra inventer d'autres contextes, mais le musée n'est qu'une possibilité sur un grand nombre d'autres possibilités de les resocialiser et de les faire revenir. Donc la question des conditions présentes en Afrique, sur le continent africain, pour reprendre ces œuvres, est une question qui ne devrait pas, à mon sens, être liée à celle des restitutions, puisque les États africains ou les groupes qui en Afrique réclament le retour de certaines œuvres le font avec des projets pour ces œuvres, et que ceux qui les ont gardées pendant 100 ans, comme nous l'avons fait, et les ont soignées pendant 100 ans, ne doivent pas poser de conditions pour le retour de ces œuvres. La conditionnalité, le fait de dire on ne vous rendra ces œuvres que si vos musées sont aussi bien que les nôtres, etc., est déplacé. Il faut que le pays reste maître à bord de la construction de son musée. Je le dis, c'est très important. Je pense que les autorités françaises peuvent aider avec d'abord une forme de compétence. On l'a vu avec Abu Dhabi. Si on est capable de faire un Louvre à Abu Dhabi, on est capable de faire un Louvre Dakar, un Louvre Bobo Dioulasso ou un Louvre à Douala. Il y a aussi des organismes internationaux sur lesquels on peut prioriser ces programmes. On le sait aujourd'hui via l'UNESCO, via un certain nombre d'organismes. La culture fait partie des priorités internationales. Et là, il pourrait y avoir un jeu à 3, tripartis. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus penser qu'on va faire les musées à la place des Africains. Il pourrait y avoir un risque. Je vous rappelle que le musée de Dakar, par exemple, a été construit par de financement que chinois, ce qui fait vraiment des débats actuellement au Sénégal. Il faut aussi écouter ce que veulent les Africains, notamment les autorités dans le monde de la culture en Afrique. La notion de musée en Afrique n'est pas exactement celle qu'on peut avoir en France, en Allemagne, à Abu Dhabi, au Japon, en Inde. Il faut écouter comment résonne la notion de musée dans chacun des pays. Il y aurait un risque aussi à une forme de néocolonialisme à construire des musées à la place des autres. Donc voilà, il faut trouver ce juste équilibre, et il faut aussi que la culture devienne prioritaire dans certains pays africains, ce qui n'est pas le cas. Ne soyons pas utopiques non plus, il y a aussi un vrai travail à faire à l'égard de certains pays et à l'égard de certaines autorités publiques en Afrique pour expliquer l'importance d'avoir des musées et l'importance d'investir dans les musées, qui paraît souvent secondaire face à d'autres priorités. Mais non, la culture est aussi importante que le reste. C'est par la culture qu'on fabrique des citoyens, c'est par la fabrication de citoyens qu'on fabrique une société. Et c'est parce qu'on fabrique une société de citoyens ouverts au monde et connaisseurs d'un savoir fort qu'on arrive à bâtir la démocratie. C'est lié, ce ne sont pas des choses secondaires, c'est un tout. Dans ce que nous produisons, il y a la vie, il y a l'existence, ou je dirais même la survie de nos ancêtres. Il s'agit quand même de voir comment ces œuvres peuvent aider la jeunesse africaine à s'approprier, à se réapproprier leur patrimoine culturel. Hein. C'est très important. Moi, je suis enseignant et j'ai toujours pensé que s'il y a quelque chose qui constitue l'enseignement ou l'éducation, c'est que l'éducation ne peut pas se penser sans la tradition, sans le passé. Et c'est très important pour que la jeunesse africaine se retrouve en face de ces œuvres pour mieux comprendre l'évolution de l'Afrique. C'est ça notre préoccupation en tant qu'institution culturelle. Nous avons organisé à Lomé en 2019 une rencontre des responsables des musées et des acteurs du monde du patrimoine. Et au cœur de notre discussion, c'est ça. Comment impliquer la jeunesse africaine dans cette réflexion? Comment transmettre cette valeur et ce patrimoine à cette jeunesse? C'est une grande question à étudier et je pense que c'est la prochaine étape de toute réflexion. Oui, mais je pense que c'est important de partir à la rencontre de cette jeunesse. Comment cela peut être transmis dans un contexte multiculturel que nous produit la question de la mondialisation, puisque cette jeunesse a rencontré une autre façon de s'approcher des autres cultures, un autre regard qui vient aussi la bousculer dans son contexte traditionnel. Donc, c'est important de prendre beaucoup plus de hauteur. Cette jeunesse a soif
de rentrer en contact de son identité, de mieux la connaître. Aujourd'hui, on n'a pas que cette restitution-là pour transmettre. Aujourd'hui, nous devrions être capables de prendre nos enfants, de les amener au village, de discuter avec nos aïeux, discuter avec leurs grands-parents, les arrière-grands-parents. Eux aussi ont des histoires à raconter. Parce que chez nous, ça se passait au Mbongi, ça se passait autour du feu avant. Vous voyez, ça aussi, c'est une forme de transmission. On a voulu quand même sensibiliser, enfin l'objectif c'est aussi de sensibiliser les personnes qui n'y connaissent rien à se dire est-ce que c'est normal que des œuvres d'art comme ça soient dans les musées européens aujourd'hui, des œuvres d'art africaines. Donc voilà, l'objectif c'était vraiment de sensibiliser les gens qui se posent une question, qui se posent la question. Est-ce que c'est normal? Pourquoi elles sont là? Leur parcours et puis qu'est-ce que les artistes d'aujourd'hui en font. J'inviterai les écoliers, les jeunes et les générations, puisque c'est quand même un travail intergénérationnel, hein. On aimerait que tous nos publics puissent visiter cette exposition. Et à travers cette exposition, sans idée polémique, hein, de voir et de percevoir à travers cette exposition les questions qui se dégagent en filigrane tout au long du travail des artistes ou tout au long des textes, voir un peu les questions que ça soulève et comment ça fait écho à notre propre conscience. Et au fond de soi-même, on peut se demander, est-ce que ça vaudrait pas le coup que la génération africaine, les jeunes africains qui n'ont pas accès pour la plupart à leur propre culture, et puisque cette culture se trouve, une partie de cette culture se trouve ailleurs, que ceux qui viendront demain ne puissent pas avoir la possibilité d'y accéder facilement dans des différents musées africains, etc. Parce que l'art, quand même, c'est fondamental dans l'éducation. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup que cette jeune africaine puisse profiter d'une partie de leur patrimoine qui se trouve très, très, très loin de leur musée, de leur quartier, de leur ville, de leur village?